Cher Lando Norris, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Jamais je ne pensais prononcer ces mots un jour. En tout cas pas pour toi. Me voilà dépité, moi qui, à chacune de tes sorties, à chacune de tes courses, me faisais un malin plaisir de mettre à jour le tableau statistique, détaillant tes non-victoires en Formule 1, ses nombreux podiums, ses potentiels records à venir. Cette place dans l'histoire. Mais à Miami, tu es entré dans l'histoire, tu es entré dans ton histoire. Je tenais à te féliciter, Lando. Te féliciter parce que tu as gagné ton premier Grand Prix en Formule 1. Un succès mérité, un succès maîtrisé aussi. Et plus que jamais, ce titre de 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren, tu le mérites. Et pour conclure, comme disait l'excellent David Croft au commentaire sur la Sky Sports, Lando has landed. Well done. Salut les amis. Ce n'est pas Hamza Ramani, c'est bien Emmanuel Moine, on est bien dans les pistonnés. Et oui, le Grand Prix de Miami est un jour à marquer d'une pierre blanche. Magnifique introduction, je pense que c'est une de mes préférées de l'histoire des pistonnés. Ravi de vous retrouver en tout cas pour ce 6e débrief de la saison 2024 de Formule 1 avec l'homme que vous attendez le plus aujourd'hui, monsieur Hamza Ramani, et puis le deuxième homme que vous attendez le plus, Brice Germain. Comment ça va les gars ? Moi je parle pas aujourd'hui. Ça va très bien. Vraiment, c'est un spectacle, il manque plus que le popcorn, j'attends que lui là. Mais tu vois, les rageux disaient ouais, j'ai hâte de voir la tête de Hamza dans cette nouvelle vidéo. Il est tout sourd. Non, je suis abattu, je suis au fond, tu sais, j'ai pas pu dormir hier soir, tu sais, parce que ça a une incidence sur ma vie aussi, tu vois. Mais pour ceux qui captent pas l'ironie, tu sais, genre, il est pas sérieux. Tu vois. Bien sûr qu'il a le seum. Exactement. Les gars, vous êtes régalés sur le Grand Prix d'hier. Est-ce que c'est pas le plus beau Grand Prix auquel on a assisté depuis le début de cette saison quand même ? Bah si. Ouais, peut-être. C'était une bonne course. Et le Jeddah qui était bien, mais. Alors, ça, c'est intéressant, je suis sûr qu'on n'a pas la même perception. Tu mettrais quelle note à ce Grand Prix, Brice ? Sur 10 sur 20, et je voudrais ta note aussi. Moi 16. Hein. Ah oui, quand même. Ah, franchement, je rejoins assez Brice là-dessus. Ouais. Bah, en fait, le fait d'avoir une lutte à 3 devant, on va y revenir d'ailleurs dans cette émission. Est-ce que c'est 16 sur 20 barème Brice ou 16 sur 20 barème Canal ? Parce que Canal ne met jamais une note en dessous de la moyenne. Non, mais c'est 16 mon barème, ça va très bien. Non, 16, je trouve quand même que c'est démesuré, mais on a vu une belle course quoi. D'accord. On va mettre un barème Stéphanie Frappard ou quoi là ? Oh non, on commence pas là-dessus les amis. Justement, le sommaire de cette nouvelle émission, les 4 enseignements que les pistonnés vont dérouler tout au long de cette émission. On va forcément revenir sur le premier triomphe, le premier sacre de Lando Norris, aussi les progrès de sa voiture, de son écurie McLaren. On parlera de Red Bull. Est-ce que Red Bull a perdu ses ailes les gars ce week-end, et pourquoi Red Bull a été à ce point en difficulté ou à ce point pas dominant. Alpine premier point aussi avec la cure Slim Fast effectuée par la voiture 2024, et puis on parlera de Kevin Magnussen les gars, bonnet d'âne et en grand danger, on y reviendra dans cette émission. Polo est actuellement au Sénégal, alors on va lancer notre réal, notre ami Léo qui va nous mettre un excellent jingle, et on est heureux de l'avoir avec nous. Les gars, justement pour se replonger dans ce Grand Prix de Miami, 6e manche du championnat du monde de Formule 1, on va regarder les résultats avant d'attaquer les 4 enseignements. Première victoire de Lando Norris en Formule 1 après 110 Grands Prix disputés, 2220 jours après sa dernière victoire en F2. Verstappen 2e, Leclerc 3e, 3 écuries différentes aux 3 premières places. Sainz pénalisé après la course de 5 secondes, tombe à la 5e place et laisse la 4e position à Perez. Hamilton dans le top 6, Tsunoda 7e, Alonso qui termine devant Ocon, qui marque donc le premier point d'Alpine. Les gars, premier enseignement, revenons tout de suite sur le grand fait marquant de ce week-end, la première victoire de Lando Norris. Le jour de gloire est enfin arrivé pour le pilote britannique. Alors on a commencé le week-end avec une McLaren MCL 38 qui a connu beaucoup d'évolutions, notamment 10 améliorations. Une seule concernait la fiabilité, l'aileron avant était concerné, suspension avant aussi, aileron arrière, plancher, capot moteur, refroidissement. Des évolutions également spécifiques pour certaines au Grand Prix de Miami. Avait-il d'ailleurs coché cette case dans le calendrier ? On y reviendra un petit peu plus
plus tard. On rappelle que Lando Norris avait fait une course et une qualif sprint plutôt neutre, et 24 heures après, eh bien, il devient le 114e vainqueur en F1 pour son 110e Grand Prix. Si on regarde sa course de plus près, il y a ce départ qui est complètement ruiné par Sergio Pérez. Il affiche ensuite derrière un rythme sur le premier relais en médium très intéressant. Il catche notamment le rythme de Piastri malgré le fait qu'il soit bloqué par Pérez et s'envole après avoir effacé bien sûr le Mexicain. Il est seul devant sur le deuxième relais en dur, ça c'était une belle surprise. Et puis à quel point, c'est la grande question aujourd'hui, à quel point la bévue de la safety car a pu l'aider. On reviendra notamment sur les différents pointages qu'on a eu l'occasion de faire. Votre première réaction déjà les gars sur cette première victoire de Lando Norris qui a été, il faut le dire, impressionnant, épatant. McLaren a été impressionnant, Norris a été impressionnant, et en fait tout est mérité de A à Z. Il y a un coup de pouce à un moment donné, mais ça c'est le sport, ça arrive. Mais que ce soit en médium où son rythme était meilleur que celui de Pérez, et en hard où il était meilleur que celui de Max Verstappen, sur le dimanche, la course de Lando Norris fait que la construction mérite amplement la victoire qu'il y a au bout. Il y a zéro contestation possible en termes de construction, en termes de rythme de course, de ce qu'a fait Lando Norris. C'est parfait de A à Z, même de profiter justement de ce moment d'égarement de la safety car. Son dimanche a été extrêmement compétitif, effectivement. Tu l'as très bien dit sur l'ensemble de la course, parce qu'il prend aussi un bon départ et qu'il est victime de la tentative assez étonnante de Sergio Pérez. Il en est, c'est vrai, la principale victime. Ce qui est intéressant de noter aussi sur cette Formule 1, encore, on le redit, on ne cesse de le répéter depuis le début de la saison, c'est à quel point aujourd'hui la position prime sur tout. Parce que tu as eu un Lando Norris qui n'arrivait pas à passer Sergio Pérez sur une partie du premier relais jusqu'à ce que Pérez s'arrête au stand. Pérez était peut-être le pilote du top 3 des écuries qui avait le moins bon rythme. Et Norris n'avait pas lui le rythme pour le passer. Donc ça aurait peut-être pu venir, il s'est arrêté tôt Pérez. Oui, mais à ce moment-là, il est coincé, il n'y arrive pas. Par contre, au moment où Pérez entre au stand plutôt, Norris est libéré et à partir de ce moment-là, on devient le pilote le plus rapide en piste. Donc entre le 17e tour et le 57e tour, il y a un pilote qui vole et c'est Lando Norris. Donc effectivement, je reviendrai plus tard sur ce qui s'est passé avec la voiture de sécurité, mais la victoire, elle n'est pas usurpée dans le sens où aujourd'hui, on avait un pilote qui, et c'est mon petit regret qui arrive aussi avec ce qui s'est passé sur cette voiture de sécurité. Déjà, même s'il n'y a pas de voiture de sécurité, Andrea Stella pense que Norris peut jouer la victoire. Voilà. Bah après, encore une fois, là tu l'as dit, c'est l'importance de la track position, c'est que Lando Norris en position derrière Max Verstappen, aurait-il pu aller chercher Max Verstappen quand il avait le rythme pour gagner, mais avait-il le rythme pour passer ces pilotes-là? Je pense qu'il aurait le rythme pour passer les Ferrari. Ou pas, on sait pas. Piastri l'a eu. Piastri aussi. Piastri l'a eu en médium. Piastri il a eu une possibilité en tout début de relais. Bien utilisé. Il l'a eu. Oui. Après, on sait pas. On sait pas. Mais par exemple, si t'as un train DRS avec Leclerc, non, c'était Sainz, Piastri, Sainz et non. Piastri, Leclerc, Sainz, ça va compliquer forcément la tâche à celui qui est tout derrière pour passer. Mais comme dirait Max, si ma mère en avait, ce serait mon père. Parce qu'il y a une conférence de presse hier. En attendant, il a quand même fait taire tout le monde avec cette phrase. Elle est un peu facile, certes, mais elle marche. On peut dire ça. Mais oui, après, on connaît les problèmes de la McLaren pour dépasser. C'est une voiture qui a moins. Alors, j'ai pas fait gaffe aux vitesses de pointe là. Parce qu'elle semblait pas mal comme en pointe. Mais normalement, c'est une voiture qui justement a plus de mal, notamment avec un moteur Mercedes qui est moins performant que le moteur Honda. Et de la traîner aussi. Et de la traîner. De toute façon, c'est le train arrière de la Mercedes à la base. C'est vrai. À la toute base. Évidemment, c'est beaucoup plus retravaillé après par McLaren. Mais, Speed Trap, Piastri est le deuxième plus rapide. Norris ne fait pas partie du top 17. D'accord. Norris c'est pas dans le top, ça veut 327 km/h, mais ça veut dire qu'il a peut-être pas eu le DRS, parce qu'on rappelle que Norris n'a dépassé aucun les réglages. Donc peut-être qu'il n'avait pas la possibilité, peut-être qu'il n'a pas eu le DRS de la course, Lando Norris. Et des réglages différents aussi, sans doute. Et il l'a eu sur Pérez. Il l'a eu sur Pérez. Et Pérez, il t'emmène quand même assez vite, normalement, que le moteur Honda. 327 en tout cas. Après, Piastri, c'est 351 en toute fin de course, il a moins d'essence, il a des problèmes. En attendant, normalement, du coup, effectivement, c'est pas censé être la voiture qui est la plus rapide en vitesse de pointe. Donc à la lutte avec un Max Verstappen qui certes n'aurait pas eu de DRS en tête de la course, la McLaren tu la vois mal aller doubler quelqu'un. Par contre visiblement quand elle a l'air propre et qu'elle n'a pas à doubler et qu'elle a juste à creuser, impressionnant. Et ce qui est le plus impressionnant je trouve, c'est qu'on a déjà vu ce genre de situation se produire avec Ferrari, avec Mercedes, avec McLaren sur des pneus médiums
Là, on a vu une McLaren performante sur les hards, et pour le moment, la reine des hards, c'est la Red Bull depuis 2 ans et demi. Là, on a vu quelque chose hier de la part de Lando Norris qui, sur 25 tours, c'est quoi, c'est à partir du tour 33, 34 quand ça repart. Ouais, c'est ça, exactement. Sur 25 tours, colle 3 dixièmes par tour de façon régulière à Max Verstappen. À partir du moment de la relance de course, 2 tours après la relance de course, Max Verstappen ne fait pas un seul tour plus rapide que Lando Norris. Avec c'est très fort. Avec une grosse diff dans le premier secteur notamment. Oui, alors Ouais. mais justement, et c'est là qu'on en reviendra peut-être sur le deuxième enseignement sur les potentielles faiblesses de cette Red Bull. Et juste pour... Juste ouais, très vas-y, rapidement vas-y. sur Max, faut aussi rappeler que son fond plat a été abîmé suite à cette erreur. Et on va en parler tout à l'heure d'ailleurs sur l'enseignement Red Bull, t'as raison de le Mais préciser. sur les médiums avant, il creusait pas l'écart. Avec Piastri. Il avait son petit écart sur Oscar Piastri, mais effectivement pas de quoi. On en parlera parce qu'il dit justement qu'il n'arrive pas à s'échapper sur le premier relais. Juste revenir sur cette performance, les gars, de McLaren et évoquer justement la déclaration de Frédéric Vasseur hier sur l'antenne de Canal+ dans l'émission Formula One. Regarde ce qu'il dit, Frédéric Vasseur. On n'a pas amené d'évolution ce week-end où il est parti fêter avec Lando Norris et McLaren. D'ailleurs, scène assez cocasse et rigolote. Vendu. On n'a pas amené d'évolution ce week-end. On savait que ça allait être un peu plus dur et finalement on s'en est très bien sorti. Nos concurrents directs, en l'occurrence McLaren, avaient un peu tout misé sur cette course. Donc voilà, amener quelque chose c'est bien. On verra bien si ce qu'on va ramener à Imola marche aussi bien. On rappelle qu'il y aura une grosse update du côté de Ferrari à la prochaine course. Les gars, quand on lit entre les lignes là, ce que nous dit justement Frédéric Vasseur, c'est quoi? On avait coché cette case dans le calendrier avec une certaine typologie de tracé en se disant qu'en amenant certaines choses à Imola, on pouvait avoir un avantage décisif. Est-ce que c'est circonstanciel à Miami ou est-ce qu'on peut tirer déjà Alors, des il y a conclusions plusieurs sur la choses. suite? Il y a deux jouets. La première, c'est que chez McLaren, l'ingénieur de course de Norris, après la course, a dit Miami n'est pas censé être le circuit sur lequel nos évolutions nous permettent d'être au top des capacités de la voiture. Ce qui déjà est une première source d'information. Du coup, moi, j'attends juste de voir sur les fameux circuits où, à quel point McLaren sera rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le comportement de McLaren, je ne sais plus sur quel Grand Prix en début de saison, on avait parlé de la peur, de la frousse stratégie de la peur, McLaren c'était sur à l'aspect stratégique. Japon. Oui, Australie, t'as raison. Non, c'était Australie, mais t'as raison. J'ai plus en tête cette course. Lorsque Perez s'arrête, la radio immédiate que l'on donne à Norris, c'est Perez, c'est plus notre problème. Maintenant, toi, tu as le rythme, on va aller chercher devant, je crois que c'était Carlos Sainz qui était devant. On va aller chercher Carlos Sainz. Il est parti chercher Carlos Sainz. Parce que sur le rythme, il revient, je crois, à 2 secondes au moment un peu moins de l'arrêt. Donc, 1 seconde 5. ce qui est aussi notable, c'est que Norris fait une course parfaite, mais l'ensemble de la structure McLaren a aussi réussi à tenir sur ce moment-là, à prendre les bonnes décisions sur cet instant-là. Et ça permet aujourd'hui d'avoir une voiture extrêmement compétitive avec toutes les évolutions pour Norris, la moitié des évolutions pour Piastri. On verra Imola lorsque Piastri récupérera toutes les évolutions. Mais pour le championnat, c'est peut-être un petit tournant. Après avoir, Red Bull amènera aussi des évolutions. Ferrari en aura à Imola. On verra à quel point... Mais ça promet. Peut-être que le championnat n'est pas aussi... condamné en termes de spectacle jusqu'à la fin de la saison. Tu vois, moi sur le direct, je leur reprochais de pas tenter l'undercut avec Piastri sur Verstappen. C'est vrai. Je leur reprochais de pas tenter l'undercut sur Perez avec Norris. Mais évidemment, a posteriori, c'est plus simple de juger. Maintenant, quand tu vois ce qui s'est passé, tu te dis, c'est une forme d'agressivité que de se dire, bah, je me laisse potentiellement undercuter par Verstappen et par Perez. Tu sens l'overcut, toi. Non, mais oui, voilà, mais c'est encore pire qu'un overcut là. C'est parce que là, il y avait vraiment 10 tours d'écart. Il allait y avoir 10 tours d'écart. La question, c'est si il Perez était plus performant en médium usé que Verstappen en hard 9. Si Perez n'entre pas au stand au tour 17, mais au tour 27, par exemple, Tout à fait. Ça change la donne. de la stratégie de Lando Norris. Est-ce qu'à ce moment-là, on l'arrête avant ou pas? Oui, mais c'est là que tu as Piastri qui rentre en jeu et qui peut lui-même en fait provoquer une stratégie à Verstappen. Si Piastri, si Perez reste en piste, concrètement, McLaren a encore entre ses mains une stratégie qui peut permettre à Piastri de s'arrêter pour forcer Verstappen à s'arrêter. Donc là, il y avait effectivement 2 voitures contre 2, puisque les 4 pilotes étaient... en tout cas, il y avait un 2 contre 2 qui se jouait à ce moment-là.
Une petite réaction, celle de Lando Norris à l'arrivée de cette course. C'était toujours au micro de Canal+, celui de Margot Lafitte dans l'émission Formula One. Lando Norris qui nous dit « Je suis fier, tout le week-end a été bon. Je savais vendredi qu'on avait le rythme, quelques erreurs ici et là, mais ça a payé aujourd'hui. On a tout mis bout à bout et la stratégie a payé. J'ai fait des erreurs au cours des 5 années de ma courte carrière, mais c'est pour l'équipe. Je suis resté chez McLaren car j'ai confiance en eux. Je crois en eux et aujourd'hui le prouve. » Revenons sur un fait marquant quand même, les gars, qui a fait beaucoup débat à l'issue de cette course. À quel point la bévue de la safety car a profité justement à Lando Norris. On rappelle un petit peu rapidement les faits. Au moment où la procédure de safety car est lancée, 11 secondes d'écart entre Max Verstappen et justement Lando Norris qui est seul leader. Au moment où la safety car sort et se met par erreur devant Max Verstappen, au dernier pointage, on a 16 secondes d'écart. On rappelle que selon la Formula One, mais c'est peut-être une donnée sur laquelle on peut douter, selon la Formula One, un arrêt à Miami sous safety car ou procédure de virtual safety car devait coûter 9 secondes justement à ce moment-là. Est-ce que les gars, la bévue de la safety car a tout changé dans le résultat de cette course? Est-ce que Lando Norris ne l'aurait pas emporté si justement la safety car était venue se positionner devant lui? Tout changer, non. Tout changer, non, parce qu'à partir du moment où Max abîme sa voiture, à partir du moment où Norris est le pilote le plus rapide depuis le 17e tour, j'aurais voulu avoir cette bataille en piste, mais tout changer, non. Par contre, on ne pourra jamais savoir à quel point cette voiture de sécurité a influé sur la position de Lando Norris, de Max Verstappen et de tous les pilotes derrière. Parce que on nous parle, effectivement, il y a ce graphique 9 secondes de temps perdu sous voiture de sécurité virtuelle et sous voiture de sécurité. Sauf que j'ai pris un exemple de celui d'Esteban Ocon, l'écart entre Perez et Ocon au moment de la voiture de sécurité virtuelle, donc la première fois au tour dont Ocon a 23, profité. Dont Ocon a profité, dont Alonso a profité, dont ils sont plusieurs sur la seconde partie à en avoir profité. Ocon, il entre au stand au tour 23, donc pendant la voiture de sécurité virtuelle, avec 4 secondes 4 de retard sur Sergio Perez. D'accord ? 4 secondes 4. Au tour 24, parce que la voiture de sécurité a fait un demi-tour. Au tour 24, le temps de remettre à jour tous les chronos, etc., il y a 18 secondes entre Perez et Ocon. Ce qui veut dire que l'arrêt a coûté 14 secondes, plus ou moins, grosso modo. Plus ou moins le rythme de VSC de Perez, parce qu'on sait très bien qu'il y a oui, mais le rythme, Attends. Le rythme de toujours VSC, un peu mollasson. Hein. Le rythme, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais savoir, mais le rythme de Virtual Safety Car, c'est un delta que tu dois respecter sur l'ensemble du tour. Donc, à ce moment-là, quand tu perds 14 secondes, à quel point... Oui, Ocon, il a profité, il a gagné une dizaine de secondes par rapport à... Et on en parlera lors de l'enseignement d'Esteban Ocon. Mais en fait, il est, en tout cas pour moi, impossible de quantifier à quel point la voiture de sécurité aurait pu permettre ou non à Norris de ressortir. Devant Verstappen, loin devant Verstappen, juste avec Verstappen, derrière Verstappen, derrière, je ne sais plus qui était derrière Verstappen à ce moment-là, c'était Piastri, c'était Leclerc. Derrière Leclerc, moi en tout cas je ne le saurais jamais. On peut partir sur des calculs, il avait 11 secondes à ce moment-là, il avait 16 secondes à ce moment-là, il en avait 34 à ce moment-là, ça ne sert à rien. Voilà, il y a eu une grosse erreur, qui par contre ça est problématique, mais ça gâche un peu la victoire, parce que j'aurais voulu voir une victoire clairement en piste. Norris finalement il a dépassé personne sur l'ensemble de la course, mais... à mes yeux en tout cas, moi ce que je retiens de cette course, c'est que malgré cette erreur, ce n'est pas l'erreur avec la voiture de sécurité qui offre la victoire à Norris. Il était le plus rapide en piste, il a gagné, c'est tant mieux pour lui. Exactement. Il y a une zone grise de ce règlement, je trouve. Enfin, c'est pas le règlement, il y a une zone grise tout court. C'est quid de quand tu lances une safety car et que le pilote en tête n'est pas encore passé devant la sortie des stands et est déjà passé devant l'entrée des stands. Parce qu'au final, si la procédure de safety car est lancée, j'imagine qu'elle est lancée et que les pilotes reçoivent l'information en même temps que Bernd Maylander, le pilote de la safety car, et qu'à cet instant-là, il est trop tard pour lui pour sortir devant Lando Norris. J'ai regardé au moment où Lando Norris commence à ralentir et au moment où le safety car est annoncé, Lando Norris est sur la ligne de départ. Sur la ligne. Ce qui fait qu'il est à un rythme normal à 3 secondes et quelques de la sortie des stands. La safety car, elle va sortir des stands à pit limiter. Ensuite, elle va prendre le virage à une vitesse qui est modérée par rapport à une Formule 1. Il y a très peu de chances qu'en la déclenchant à ce moment-là, Bernd Maylander arrive à se retrouver devant Lando Norris. Et en plus, Norris ralentit volontairement.
Et Lando Norris ralentit volontairement. Il va jusqu'à pas se rendre compte. Justement, il ne va pas profiter de la Oui. situation pour mettre un tour et Oui, essayer oui. de. Non, lui, au moment où il tourne, il prend ce virage 1. Il le prend très lentement. ralentit Très lentement. volontairement. Vous regardez la position des pneus notamment. Il ralentit volontairement jusqu'à cette fameuse ligne de sortie des stands. Où il Et à ce réaccélère. moment- Et à ce moment-là, Norris aurait pu être le dindon de la farce finalement. Complètement piégé il aurait, par il cette aurait situation. pu perdre beaucoup suite à Mm. cette voiture de sécurité à ce Mais il moment-là. repartait dernier. Donc c'est, Norris à ce moment-là, c'est pas enfin, lui qui. Lui, le comportement de Norris, il est Complètement. nickel. C'est Oui, le oui. comportement. c'est le comportement. Enfin, c'est pas le comportement. C'est le fait de caler la safety car à ce moment-là permet en fait cet imbroglio où Mylander a pas le temps de sortir devant Lando Norris. Lando Norris n'aura pas le temps de rentrer au stand et du coup ça permet cette effusion de polémique de et si justement comme dit Max Verstappen. Mais le problème, Alors il est qu'en pas là. soi il aurait simplement dû, enfin la safety car aurait dû sortir et du coup attendre que Lando Norris fasse tout le tour. Mais à ce moment-là, quel est l'intérêt de la safety car si la safety car n'est pas capable de driver tous les pilotes et que tous les pilotes sont entre guillemets en roue libre, même s'ils ont un delta à respecter, durant tout un tour pour la rejoindre. Donc il y a une notion aujourd'hui, je pense, à prendre en compte du côté de la FIA de l'importance du moment où on sort la safety car. Il me semble que la virtuelle aurait pu sortir avant, en fait. La voiture de sécurité virtuelle a été créée justement aussi pour ça. Mais Ce qui aurait permis, comme tu le dis, pendant un tour d'avoir un rythme à peu près équivalent pour l'ensemble. Mais là, des les pilotes. autres auraient pu rentrer, pas Norris. Effectivement, ça aurait pu Oui, désavantager non, Norris. non, tu laisses un tour de virtual safety car le temps que Norris arrive, et au moment où Norris, par exemple, arrive au dernier virage, Oui. là tu mets Oui, mais safety dans ce car. tour-là, Hamza, ils peuvent rentrer, les autres. non mais Tu vois, ça c'est change que- rien. Bah, c'est lui qui. Oui, remarque, t'as raison. Ça change T'as rien. raison, Parce parce qu'à que la si fin, Norris, oui, si t'as Norris, à la fin de son tour arrive, il Ouais. s'arrête, et à ce moment-là, Ouais. il ressort, il est juste derrière la voiture de sécurité. Ça ne change rien. Mais Hamza a raison, c'est par exemple ce que je vous expliquais la dernière fois dans le dernier débat, en WEC par exemple, la Virtual Safety Car est un outil pour justement préparer une mise en service ou l'activation du protocole parce que- de safety car. parce qu'il faut que la justement. safety car, elle Et il sorte au faudra bon peut-être moment. que la F1 réfléchisse à ça, parce qu'en effet, là tu nivelles les deltas entre tous les pilotes et tu permets à ta safety car de sortir au bon endroit au bon moment. Enfin, en Le- tout cas, le c'est but- une bourde. Aussi, Ah ouais, c'est une énorme monumental. bourde. C'est Ah ouais, une énorme c'est une grosse bourde. Aujourd'hui, ça fait pas polémique parce que Norris gagne. Mais imaginez, Verstappen gagne grâce à ça et Norris termine deuxième. Complètement. Qu'est-ce qu'on Là, c'est aurait autre dit ce chose matin parce qu'il y aurait eu la. Ah bah ça fin aurait du été le tour. titre, ça aurait été le titre de la vignette et du grand sujet Soyons de honnêtes. l'émission. Ça, c'est Donc sûr. c'est une grosse bourde. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais est-ce qu'on considère que Norris a gagné grâce à ça? Bah pour moi non. Norris a Enfin, bénéficié. non, Ça peut être un encore, petit on facteur saura pas, réussi. on On saura saura pas, jamais, oui, on n'aura on pas de saura réponse jamais. à apporter. C'est Est-ce le qu'il aurait petit pu facteur passer en réussite. piste max s'il ressort derrière Oui, on ne saura pas. C'est un petit facteur réussite. Et C'est il un- en faut moi, pour moi, une voilà, c'est première un victoire facteur aussi. réussite, mais c'est. En fait, au vu du vraiment, j'insiste là-dessus, au vu du positionnement de Lando Norris au moment où il sort de la safety car, je pense que ça a été mal géré, mais que c'était une situation effectivement plus compliquée à gérer qu'à Il l'habituel. y a un autre problème là, ça vient de me revenir depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est quelque chose que je constate, c'est aussi le temps que met la direction de course à sortir C'est vrai. la voiture de sécurité virtuelle ou la voiture Alors, c'était de pas sécurité. si long, On là. l'avait dit en Chine notamment. Je parle lors du d'une problème de globalité. Bottas a duré 2 tours, je crois, un exactement. tour et demi ou 2 tours. Tout à fait. Est-ce que il y a quelque chose à travailler aussi de ce côté-là pour s'éviter. Enfin, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu dis, tu laisses un double drapeau jaune jusqu'au moment où le leader arrive au dernier virage? Est-ce que il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, j'espère surtout que cette erreur va permettre de régler cette zone grise pour ne plus avoir ce même genre de Pour problème. information, j'ai regardé au moment où Magnussen et Sargent se touchent, donc on est loin de déjà à ce moment-là savoir s'il faut une safety car ou non. Lando Norris sort du virage 16, donc il rentre dans la ligne ça. droite. Donc il n'y a pas eu beaucoup de temps pour ça à ce moment-là. Encore une fois, je pense qu'il y a eu un cafouillage. Ce cafouillage est très heureux pour Lando Norris, mais en attendant, il y en a eu d'autres. Des Exactement. cafouillages, Il y en pas aura forcément, d'autres, c'est pas cafouillage, forcément mais- acceptable. Mais c'est pas Ah non, non, forcément bien acceptable, sûr. t'as raison. On parle Bien de sûr. l'élite, la F1 c'est l'élite du sport automobile, c'est la crème de la crème. Tout à Moi fait. j'estime que ce genre d'erreur est inacceptable. Les gars, une dernière réaction, celle de Lando Norris. On a commencé cette émission avec une magnifique intro de notre ami Hamza Armani. Bah, écoutez, hier, j'ai lu une déclaration de Lando Norris qui s'adressait justement à Hamza. Regardez plutôt. Non. Quand je vais sur Instagram, je viens liker tous les commentaires des gens qui me maltraitent. J'adore ça. Cela me fait sourire avant tout. Surtout les trends Lando no wins.
Juste leur prouver qu'ils avaient tort m'a donné un plus grand sourire. Je veux tous les remercier. C'est un peu ta victoire aujourd'hui, Hamza. Je dis ça en chambrant, bien évidemment, parce qu'on partageait tous les. Mais non, mais c'est pas, c'est pas ça. C'est ce que type de réaction. Alors, personne comprend qu'Hamza n'est pas contre Norris. Qu'il ait été touché par des vagues de trolls, Lando No Wins, etc. Ça, je peux le comprendre. Quand même quand on l'a découvert. Je savais pas qu'il y avait ce surnom d'ailleurs. Lando No Wins, je trouvais excellent. Je l'ai jamais trouvé. Ouais, pareil, enfin bref. Pareil, la punchline Lando has landed. Enfin, en anglais, quand même, ils ont beaucoup plus de. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Qu'il ait été touché, moi, je veux bien. C'est ta première victoire célèbre, ne pense pas forcément à ça, mais passons. Bah, Bottas Après, d'Australie. encore une fois. Bottas Australie. Oui, voilà, la même chose, exactement. Cette victoire, en tout cas moi je vais parler en mon nom, ne remet absolument pas en question tout ce que je pense du pilote, tout ce que j'ai pu dire sur le pilote Chapeau. depuis 5 ans. Et notamment le fait de ne pas le mettre chapeau. Maintenant il a gagné, et encore une fois j'espère, et je l'ai toujours et souvent dit, c'est un très bon pilote, j'espère que le jour où, et ce jour est arrivé, la victoire arrive, ça va lui permettre d'avoir un petit déclic psychologique, et qu'il va pouvoir enchaîner les grosses... Parce que encore une fois, on parle du dimanche, mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? Que s'est-il passé vendredi en qualification sprint ? Même Norris, encore- à ce moment-là, il il est il a attendu fait une erreur, hein, il le dit en dans sa qualification déclat tout à sprint, il est attendu pour faire, allez, au moins première ligne, allez, Ouais. l'heure. deuxième ligne, pourquoi ouais. pas, les 4 premières places. Attends, c'est Il pas se sa retrouve- faute si la McLaren n'est pas bonne dans les SQ3. Il se trouve qu'en SQ3, il fait le 9e temps. Alors, que tu sois loin de Verstappen, pourquoi pas, il y a quand même un écart avec les autres. Tu te retrouves 9e, arrive la course sprint, bah parce que tu pars 9e et que tu as raté ta SQ3, bah tu te retrouves malheureusement victime d'un accrochage ubuesque au premier virage. Attends, il y a une analyse à faire de ça. Le vendredi, samedi, c'est encore l'image que j'ai du Lando Norris. Donc j'espère que cette victoire, parce que pour moi la prochaine étape c'est la régularité, et la régularité ça passe surtout par les moments clés pour Lando Norris, la gestion des moments clés, régler ces petits problèmes, des concentrations comme au Qatar, la qualif au Qatar par exemple, et le jour où il aura réglé ce problème et que ça deviendra un monstre de régularité, là ça deviendra quelqu'un qui pourra se battre pour un championnat Petite du chose monde. pour mettre un bémol dernièrement. Très rapide, ça fait 30 minutes qu'on est sur Norris. Oui, mais attends, Ça mérite, ça mérite. Ouais, mais bon, il faut gagner du temps pour le reste J'ai aussi. peut-être le droit de lui répondre aussi. Lando Norris a été super. Lando Norris a été extrêmement fort sur les hards, très fort sur les médiums, pas bon sur les softs. À ton avis, il y a pas une corrélation avec la voiture ? Peut-être pas. Là où la McLaren Parce que était la meilleure, c'est sur les hards. Tous les pilotes. La Red Bull, c'est toujours pareil aussi. Tous les pilotes ont eu ce problème en SQ3. Quand Verstappen a conclu son tour de SQ3 et dit je comprends pas comment je peux être en pôle, que la plupart des pilotes ont perdu du temps par rapport à la SQ2, bah, ils ont perdu moins de temps que Norris. Enfin, si McLaren tente de le faire passer en médium en Q3 pour la qualif tout court, c'est bien qu'ils se disaient que c'est la McLaren qui était moins forte en soft plutôt que Lando Norris qui s'est raté. Peut-être, Ouais. peut-être pas. On n'aura pas de réponse, je propose de passer au deuxième enseignement les gars, et parler un petit peu de Red Bull. Pourquoi Red Bull n'a pas pu lutter durablement, en tout cas Max Verstappen plutôt n'a pas pu lutter durablement avec Lando Norris. On a mis quelques motifs d'explication. Verstappen en délicatesse, on l'a vu avec sa voiture, ça ne l'a pas empêché de faire pole en SQ3 malgré une erreur, vous l'avez dit tout à l'heure, de mener de bout en bout aussi également la course sprint malgré la menace de Leclerc. On rappellera d'ailleurs que c'était sa 7e pole position consécutive derrière, et bien dans l'exercice de la qualif le samedi soir. Dimanche, Red Bull avait le 3e rythme moyen. Je pense que c'est ça la plus grande surprise. On mettra un bémol et je sais que je t'attends là-dessus, Hamza. C'est d'ailleurs le principal enseignement de ce week-end. On a commencé par ça. Cette lutte à 3. On rappelle Ferrari qui était sur un rythme moyen de 1,32,28. McLaren 1,32,30. Red Bull 1,32,31. Verstappen dominé par Norris, tensé par Leclerc. Perez pressé aussi également le dimanche par Hamilton. Est-ce que la chaleur floridienne a fait souffrir la RB20 ? Là, c'est là que je t'attends, Brice, parce que c'était l'un des grands arguments hier à chaud pendant la course. On rappellera aussi la frayeur au premier virage où Perez se loupe et manque d'accrocher Verstappen. Alors comment expliquer ces difficultés ? Je vous ai mis plusieurs hypothèses. Verstappen et Perez ont évoqué un manque de grippe. Le néerlandais, on l'a vu, qui a été victime de beaucoup de sous-virages, en tout cas tout au long du week-end. Est-ce que Red Bull s'est trompé sur les réglages ? On rappelle qu'il n'y avait qu'une seule séance d'essai libre. Et puis Max a-t-il pu abîmer son fond plat en tapant le fameux plot qui a provoqué la première virtual safety car ? Ça, c'est notamment ce qu'affirme Christian Horner. Pourquoi Red Bull n'a pas dominé ce dimanche, les gars ? Alors déjà, il y a Perez qui a aussi abîmé le diffuseur de Max parce que ça, on l'entend nulle part. Mais Ah, tu le vois toucher, abîmer le diffuseur ? Max le dit. D'accord, ok. Max dit, Il était en colère, d'ailleurs, il a touché ouais. mon diffuseur.
Donc, et il dit j'ai perdu des points. Tu crois que c'est réel ou c'est la mauvaise foi? Parce que j'ai pas l'impression qu'il J'ai pas l'impression qu'il le touche, et j'ai l'impression que Max découvre les images lorsqu'il est sur le. Oui, j'ai pas l'impression que. Alors, il y a une grosse. Voilà, je reprends mes notes. Il y a une grosse éraflure sur le diffuseur. D'accord. Alors après, non, attends, l'éraflure elle vient pas de Pérez, elle vient du cône. Il dit il m'a touché au départ. Il y a le socle du cône. Au moment, il y a un dernier ralenti proposé par la réalisation internationale qui nous montre très bien que au moment où il passe au-dessus du cône, il y a des pièces du fond plat qui se désintègrent. Non mais c'est des pièces de l'aileron avant. Non, c'est le fond plat. Mais comment ça peut être le fond plat? Elle passe pas toute la voiture. Il tape le cône avec l'aileron avant, mais il y a un socle qui reste ancré au sol. Ah, ok. Oui, d'accord, ok. Alors, on le voit juste précision. L'éclat de Max. On le voit très bien, juste très rapidement pour corroborer dans le sens de Hamza. On le voit très bien quand il y a l'intervention du commissaire de piste qui retire le plot et qui prend un élément aussi également de carbone. On voit plusieurs petits éléments de carbone qui se désintègrent. Donc la théorie de Christian Horner se tient. Max dit j'étais pas certain, j'ai senti un petit quelque chose, j'ai demandé à revoir les images après le protocole de l'arrivée et en effet Checo m'a bien touché. J'ai une égratignure sur le diffuseur. Franchement, je comprends pas sa manœuvre, je suis énervé. Voilà, donc est-ce que sur la caméra embarquée, j'ai pas l'impression que Pérez il revoit les images après le protocole d'arrivée. Parce qu'en fait, à cette vitesse-là, moi j'ai l'impression que s'il le touche, il le sort. Non, mais c'est surtout que c'est un coup d'aileron avant comme ça qui passe. Ouais, mais l'aileron avant de Pérez, j'ai pas l'impression qu'il. Enfin, je sais pas. Écoute, c'est ce que moi je lis ce que dit Max. J'ai plus tendance à croire Max qui me dit ça. Oui, que Hamza Armani, c'est normal. Ah, quoique. Je t'aime bien. Au niveau du rythme de Red Bull. Je sais pas si on avait raison par rapport à la chaleur. Ouais. Moi, je vais le dire, t'avais raison. Bah non, mais ça fait 3 Grands Prix, je m'évertue à dire attendez, les Grands Prix où il fait chaud. C'est quand même pas sûr que Red Bull domine pareil parce que visiblement, dès qu'on passe sur les hards, ils sont bien et dès qu'on passe sur les médiums, c'est Ferrari qui économe sur les gommes. Là maintenant, il y a McLaren qui arrive et qui économe sur les gommes. Perez s'arrête super tôt. Verstappen s'arrête vraiment avant Lando Norris aussi sur ses gommes médiums. Donc, encore une fois, quid de ce qui serait passé sans safety car. Mais quand je vois le rythme de la Red Bull dans le secteur 1 avec des virages rapides, sachant que c'est un circuit qui ne dégrade pas les gommes, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de dégradation beaucoup réellement. De température, mais pas de dégradation. Je pense que du coup, dans la carcasse de la Red Bull, ça allait, dans la carcasse du pneu. Par contre, en surface, c'était très compliqué, à mon avis, puisque Max Verstappen n'avait aucun grip dans ses rapides. Et qu'arrivé au bout du deuxième secteur, à chaque fois, il fallait vraiment cool down, refroidir, excusez-moi pour les anglicismes, refroidir les pneus. Ok, Julien Simon Chotan. Mais non, mais c'est juste comme on entend tout en anglais, c'est ça qui est un peu chiant. Il fallait refroidir les pneus à ce moment-là, et quand tu refroidissais les pneus, ils arrivaient dans une fenêtre trop basse, puisque la carcasse était froide, qui faisait qu'il avait 0 grip dans la partie lente. Ça, c'est en gros la vie de Max Verstappen sur tout le Grand Prix. Est-ce que c'est circonstanciel à Miami ? Oui. D'une part parce que c'est un circuit qui a peu d'aéro, donc du coup le moteur prend plus de part sur Miami et le châssis, notamment dans les rapides. Il faut faire vraiment que la voiture elle fasse cette balance, on va dire, ce swing. Et donc oui, c'est circonstanciel à Miami. Par contre, la dégradation pneumatique sur un circuit qui dégrade vraiment, au vu de la surchauffe de Red Bull qui n'atteignait pas vraiment les autres équipes, Mercedes n'a pas surchauffé, McLaren n'a pas surchauffé, Ferrari n'a pas surchauffé. Très sincèrement, je suis pas loin de me dire que l'été va pas forcément être simple pour Red Bull. L'été sera brûlant pour Red Bull. Mais surtout qu'en plus Ferrari ramène un package à Imola, sachant que ça fait un moment qu'ils le bossent leur package, il était prévu pour il y a 2 Grands Prix déjà. Il est prêt, il est dans les cartons. Sachant que McLaren, les prochaines évolutions, ce sera sur l'aspect secteur lent, virage lent. Bah, donc qui est la grosse faiblesse de McLaren depuis plusieurs semaines maintenant. Il ne faut pas prendre le prisme que d'un seul côté et que de celui du spectacle. Red Bull va aussi évoluer sa voiture. Bien sûr. Mais par contre, par exemple, Red Bull avait prévu de ramener pour ce week-end quelque chose pour le refroidissement, pour justement cette gestion de la surchauffe. Moteur certainement, pneumatique, pas encore. Donc il y a peut-être quelque chose à voir, effectivement, mais je maintiens ce que je dis depuis le début de saison. Je pense que Red Bull est moins intouchable cette saison que l'année dernière. En tout cas, Max Verstappen n'était pas si inquiet que ça. Regardez plutôt avec cette déclaration en conférence de presse justement hier où il a régalé et épaté la galerie. C'était piégeux aujourd'hui, nous dit Max Verstappen. Déjà en médium, ça ne semblait pas fantastique. J'avais du mal à me détacher. Une fois que les McLaren ont mis les durs, elles avaient plus de rythme. Surtout Lando qui volait. C'était incroyablement difficile pour nous sur ce relais. Mais si une deuxième place est un mauvais jour, alors je le prends. C'est ça aussi, hein. C'est que même si... Imaginons que Red Bull passe l'été comme ça, avec cette difficulté-là, j'y crois pas. Je pense que ça va être vraiment
par touche. Mais bon, imaginons que ça passe comme ça. Max Verstappen, pour le moment, est le seul qui a la capacité de terminer deuxième tout le temps. C'est vrai. C'est pas le cas de Leclerc, c'est pas le cas de Sainz, c'est pas le cas de Norris, c'est pas le cas de Piastri, c'est pas le cas de Perez. Il a déjà un petit matelas en plus au championnat. Je me demande s'il finit deuxième sur toutes les courses, ça se trouve il est déjà champion, il est encore champion. Mais oui, là, quand un mauvais Red Bull, un mauvais week-end chez Red Bull, c'est deuxième. Effectivement, on se réjouit pour pas grand-chose entre guillemets pour le spectacle. Maintenant, va falloir voir si Ferrari arrive à rentrer dans cette danse. Va falloir voir si Piastri arrive à rentrer dans cette danse, parce que pour le moment, effectivement, il n'a pas de chance sur ce week-end, mais il lui manque un peu cette finition quand même. C'est la faute de Sainz, t'inquiète pas, c'est la faute de Sainz. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la faute de Sainz. Non mais Miami, très rapidement, parce c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Piastri tout à l'heure. J'ai été surpris de le voir attaquer dès le début de course Leclerc. Ouais. Je m'attendais justement à ce qu'il se serve du rythme de Leclerc avec mais il y avait une confiance dans le package. C'est assez, ça dit aussi quelque chose de ce que pensent des pilotes de cette voiture. Non mais je pense qu'au briefing il y avait une ambition claire au vu des rythmes affichés en EL et en sprint. Tu vas chercher. C'est la gagne. On va chercher. Je pense que l'ambition c'était double podium, parce que c'est ce qu'ils ont répété un petit peu toute la course. Ce que Piastri a regretté à la fin de la course, il manque le double podium. Je pense qu'il pensait finir 2 et 3 à la base. 1 et 13, mais ça aurait fait 1 et 3. Une autre explication, celle de Max Verstappen concernant les problèmes de ce week-end. Max Verstappen, toujours en conférence de presse, qui disait il y avait très peu de grippe sur les 4 roues, c'est quelque chose que l'on doit comprendre. McLaren a amené une évolution qui fonctionne et on a du travail. Ce n'était pas notre meilleur week-end et on doit comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez réellement, les gars, que du côté de chez Red Bull, on a été surpris par ce manque de performance, qu'on ne comprend pas bien les circonstances qui ont amené justement cette Red Bull à être un peu plus en difficulté? Et l'autre chose qu'on perçoit, c'est que lorsque la Red Bull n'est pas dominante, c'est Sergio Perez aussi également qui souffre énormément. On a vu notamment Lewis Hamilton mettre la pression sur la deuxième. Mais ça, on l'a Red Bull. toujours dit, à partir du moment où la Red Bull serait un peu moins performante, le gap que Sergio Perez allait avoir avec Max Verstappen ne serait plus qu'un gap de temps, mais un gap de position. Et on repose cette même question que l'on se pose depuis des semaines dans les pistonnés. L'homme ou la machine. Exactement. Est-ce que la Red Bull est si performante que ça, ou est-ce que c'est Max qui en tire la quintessence? Mais je pense vraiment que cette année, elle n'est pas si... Ouais. Enfin, c'est la meilleure. Voilà, on va arrêter les débats, c'est la meilleure. Mais c'est même pas tant que ça, quoi. Et Fred Vasseur le dit. Aujourd'hui, l'ambition est claire. L'ambition, c'est la victoire. Et il y a plus de... Non, mais l'ambition, c'est de revenir sur Red Bull. Non, l'ambition de Fred Vasseur, hier, affichée, alors même qu'il vient de se faire rouster par McLaren, quand même. Parce que c'était eux qu'on attendait à Miami, à la base. L'ambition de Fred Vasseur aujourd'hui, après ça, c'est non, mais c'est possible. On doit gagner maintenant. Donc, après 6 courses, 3 écuries vainqueurs différentes, 3 pilotes différents sur 6, même s'il y a un abandon de Max Verstappen, et même si le reste est pris par Max Verstappen, bah oui, c'est ouvert. Il a pris de l'avance, ils sont loin devant, ils sont favoris, tout ça, tout ce que tu veux. En attendant, c'est ouvert. Exactement. Et ça, on en parlera justement dans le débat de mercredi. Ça ne vous a pas échappé, l'annonce du départ de Adrian Newey. On a eu 2-3 infos aussi également sur la future évolution moteur et comment ça se gère en interne chez Red Bull. Et on pose cette question, est-ce qu'on est justement en route vers une fin de dynastie? On parlera de 2024 et de ce qui sera à suivre justement dans cette saison, à savoir si on aura la même domination que l'année dernière. Mais la réponse, on a un début de réponse aujourd'hui, la réponse est non. Petite pause les gars dans cette émission après ce deuxième enseignement, l'actualité qui a été trustée ce week-end aussi par l'annonce du peut-être dernier Grand Prix de Logan Sargent. Andrea Kimi Antonelli, le futur crack sous contrat avec Mercedes, est annoncé avec insistance du côté de chez Williams et pourquoi pas pour remplacer justement le pilote américain dès le Grand Prix d'Imola. Problème, Antonelli n'a que 17 ans et aujourd'hui lorsqu'on a 17 ans on n'a pas le droit de pouvoir monter dans une Formule 1, en tout cas conduire en championnat du monde. Une demande de dérogation aurait été faite auprès de la FIA, demande démentie par Toto Wolff. Mais justement, on en parlait dans l'excellente émission Pole Position sur Winamax TV, c'était ce week-end. Voilà l'avis de Brice. Faut-il mettre Antonelli dès le Grand Prix d'Imola? Voilà l'avis de Brice et on prendra celui d'Hamza juste après. Et puis arrêtons de bouger les règles en fait. Voilà. Les 107% c'est jamais appliqué. Les 18 ans, dès qu'il y a l'occasion faut une dérogation. Le moteur, on tente des dérogations. Non, la FIA doit être une instance forte. Il y a une règle, c'est 18 ans. Tu restes en F2 et tu attends ton tour, sachant que déjà, fais tes preuves en F2. Je vous rappelle que Drugovic est champion, il n'y a pas de baquet. Théo Pourchaire est champion, n'a pas de baquet. Donc à un moment donné, pour le moment, arrêtons de précipiter les choses juste parce que pépite et que Toto Wolff est déréglé et totalement
obnubilé par le fait d'avoir raté Max Verstappen en 2014. Ouais. Exactement. Faites respecter les règles, voilà le mot d'ordre de Brice qui ne veut pas voir, en tout cas qui pense que Antonelli serait peut-être un peu trop tôt, avis partagé d'ailleurs par Lucas pendant cette émission, Lucas parlait fin, un peu trop tôt pour le mettre dans la voiture des Imola. Ton avis là-dessus, Hamza? Ah, l'esprit de contradiction. Trop tôt par rapport à son cursus, oui, c'est un argument que j'entends totalement. Mais est-ce que je préfère voir un jeune pilote qui manifestement est talentueux, les retours encore de chez Mercedes par rapport aux tests privés, aux simulateurs et aux tests privés Oui, c'est vrai. sont plutôt positifs. Est-ce que je préfère voir un jeune pilote trop tôt potentiellement performant à l'avenir, ou est-ce que je préfère voir, je cite tes noms, Sargent en Formule 1? Il sort de Freka. On est d'accord, mais on est d'accord. Il a, ne serait-ce que faire un truc en F2, d'avoir une vraie perf en F2. Tu disais la même chose de Kimi Räikkönen vient- quand il est mis chez Sauber. Ouais, Non, parce que j'avais 8 ans. Mais là, Non. Je te taquine, je suis d'accord avec toi. il y a aussi une différence, c'est qu'Antonelli, sur ce début de saison, n'avait pas, notamment la première course où il était forcément très attendu à Bahreïn. Prema n'était pas performante. Elle a commencé à régler ses soucis à Jeddah. On a commencé à avoir un Antonelli de plus en plus performant. La dernière course en Australie, il termine au pied du podium. Donc lui aussi commence à prendre son rythme. Après, la question c'est est-ce qu'on veut le voir tout de suite en Formule 1 Je comprends totalement les gens qui vont te dire oui c'est beaucoup trop tôt, il a 17 ans. En fait, la question, il y a un c'est règlement. le- Brice, voilà. Par contre sur ce point Brice a raison. Ouais. Il y a un règlement, on n'a pas arrête fait le de faire règlement des pour avoir des passes droits à gauche à dérogations. droite, ouais. C'est stupide, c'est idiot. Sinon tu sautes le règlement, Tu c'est terminé. respectes plus rien sur le Voilà, règlement. Les sur 107%, tu les respectes même pas. Sur ce point, je te rejoins totalement. Il y a un règlement. L'anniversaire d'Antonelli, c'est le mois d'août. Donc si j'ai Antonelli après la trêve, moi ça me choquera pas. Sachant Par qu'il a contre- ses points de super licence. Il les a. Oui, il a les points de super Oui, licence, tout ça à aussi, fait, c'est important de le c'est dire. important, ouais. Par contre, si demain tu me dis, on va délivrer une dérogation pour permettre à Antonelli de piloter dès maintenant, je comprends la démarche de Williams, de Mercedes, de vouloir gagner du temps, parce qu'effectivement, avoir, en attendant l'été, ça fait quoi, peut-être 7-8 grands prix de roulage, c'est forcément gagner du temps d'apprentissage. Maintenant, il y a un règlement. Exactement. Donc Juste- moi, ça me dérange pas de le voir Mais tout de mais- suite, mais- mais il y a un règlement à Mais respecter. pourquoi vous n'allez pas chercher pour l'instant, pour laisser le gamin s'épanouir, un Drugovic? Justement, Lucas Parlefin nous donnait cette information. Je sais qu'il l'a travaillé de source sûre. Il a cette info. Toto Wolff a démenti le fait que la demande de dérogation a été déposée. Et Lucas, depuis une semaine, a l'information que, en effet, la demande de dérogation a été déposée. À savoir si c'est Williams ou Mercedes, ça, on n'a pas la précision. Juste pour boucler sur ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas la crainte quand même de le cramer, Andrea Kimi Antonelli, parce que on l'a vu encore ce week-end, la Williams est un peu en difficulté. Il serait à côté d'un cador, en l'occurrence Alex Albon. Parce que que même justement, Albon c'est l'a pas- sorti ce week-end. Non, Exactement. Williams, hein. Enfin, elle est pas si. Enfin, honnêtement, elle est plus compliquée que l'année dernière à conduire. Hein. Donc, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est envoyé au casse-pipe un gamin qui a rien demandé, qui demande qu'à s'épanouir tranquillement avec Prema. Déjà, il a sauté la F3. Enfin, je suis désolé, je trouve ça trop. Je vais faire un comparatif footballistique encore. Non, on le faisait avec Lucas, mais c'est au deux gardes au Real Madrid, tu vois. C'est Le trop. football n'a pas d'âge. C'est trop tôt. Je trouve. Et puis il y a une gestion à avoir. Oh, le RS. Ça fait 4 courses qu'il roule avec un DRS déjà. C'est vrai. Maintenant, il faut qu'il gère un moteur électrique. Oh, wow. Il y a des simulateurs pour ça. À voir en tout cas. Vous nous dites en commentaire ce Les que vous simulateurs, pensez. c'est roulage illimité. Vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, est-ce que Andrea Kimi Antonelli doit monter dans la Williams dès le Grand Prix d'Imola et en bénéficiant bien sûr d'un passe droit. Troisième enseignement, les gars. Cocorico, ça y est. Alpine Alléluia. a marqué son premier point, une cure slim fast qui avait été entamée dès le Grand Prix de Chine sur l'auto de Esteban Ocon, qui disposait des évolutions et d'une voiture à la limite du poids en Chine. À Miami, Pierre Gasly recevait aussi ses améliorations, et on a tout de suite vu un effet positif en qualif et en sprint aussi, où Gasly a prouvé que l'Alpine pouvait lutter avec la Haas et la Racing Bull malgré une vitesse de pointe toujours handicapante, handicapée aussi par la traînée, par le manque de puissance moteur, et puis la confirmation dimanche en course, frayeur au premier tour avec la bataille musclée entre Gasly et Ocon, la stratégie audacieuse d'Alpine qui a tout misé sur une neutralisation de la course, et puis derrière, quelle bataille entre Ocon et Fernando Alonso. Hamza, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce week-end d'Alpine qui est quand même un peu rassurant au vu du début de saison? Oui, il y a la concrétisation avec ce point, mais il y a surtout le point très... Ça va les gars, tranquille, on passe devant les axes caméra. on a surtout le point, effectivement, d'Esteban Ocon, mais on a surtout le rythme. Les évolutions... La garde. on la Ouais, garde. sérieux, Les la évolutions chez Alpine, quand même,
ont tendance à moi me rassurer par rapport à ce que l'on a vu en tout début de saison. Là où je te rejoins, c'est qu'on avait, rappelle-toi, on s'était un peu moqué de Bruno Fama en début de saison, qui nous expliquait qu'il y avait plein de problèmes mais qu'il n'arrivait pas à les comprendre. Là, quand même, avec l'arrivée de ces évolutions et les effets, notamment sur la piste, il y a quand même une corrélation déjà entre ce qu'il voit à la CFD et ce qui se passe en piste. Et semble-t-il qu'on comprend aussi comment améliorer cette voiture. Bah, on le dit toujours, les seules choses qu'on veut voir d'une écurie de fond de grille, c'est que ça s'améliore. C'est la trajectoire. Et en l'occurrence, c'est compliqué d'être pire que ce que ça a été en termes de trajectoire. Mais là, on a amené un package. Effectivement, le poids a été réduit, mais Bruno Famin le disait, c'est pas forcément là où le bas blessé réellement. On peut le dire, là, le bas blesse. L'énorme problématique aujourd'hui pour Alpine, ça reste quand même les lignes droites. On l'a encore vu ce week-end. Oui, puis tu voyais la traction par rapport à je sais plus qui se battait, Hülkenberg, je sais plus, ou Alonso. Avec Alonso, Mais après, moi, il y a un truc que j'ai envie de saluer au-delà même des progrès qu'ils ont fait, parce que le package est meilleur, ça c'est sûr. C'est la combativité des pilotes. Et l'exécution d'une certaine manière aussi. Oui, parce qu'on sait qu'on a... Enfin, comme dirait Danny Boone, on n'a rien, mais on est fiers quand même. Pourquoi Thierry Roland revient? C'est le thème depuis hier. Ouais, vraiment. C'est un Gilles de la Tourette Roland. Moi, ce que je vois d'Esteban Ocon depuis le début de saison, se battre avec une voiture qui est mal née, c'est un euphémisme absolu de dire ça. Quand je le vois se battre pour aller chercher des points à des courses où c'est impossible qu'il aille chercher des points, bah là c'est vraiment mérité. Quand je vois la lutte qu'il a eue avec Pierre Gasly dans le premier tour, où ça a été extrêmement propre entre les deux, et chapeau parce qu'on s'est vraiment dit que ça allait très mal finir. Il va falloir en reparler. C'est juste le secteur le plus sinueux du circuit, le secteur où il y a le moins de grip et le moins de place pour être à deux. Et le moins de place, et ça s'est très bien passé, mais il y a dû y avoir effectivement des sacrées sueurs du côté de chez Alpine. Mais au-delà de ça, la manière dont ça a été exécuté, profiter de cette virtual safety car, parce que quand même, il faut bien le dire, le rythme n'était pas celui de la 10e place. Non, clairement. Et c'est pour ça que l'exécution a souvent été le problème chez Alpine, et il faut quand même en parler. Il y a un coup de chance aussi, parce que la virtual safety car a été très courte. Elle a pu profiter à... bon moment, elle a pu profiter à 4-5 pilotes qui, au moment où elle s'est déclenchée, étaient entre le virage 16 et le 17. C'est ça. Sinon, elle a été extrêmement courte. La preuve, on se disait, Max Verstappen va pouvoir en profiter pour faire un arrêt, ça va tout ruiner par rapport à Piastri, qui venait lui de faire... Non, je sais plus. C'était arrêté juste avant. Il s'était arrêté un tour avant avec Sainz. Oui, voilà, et du coup, ça aurait tout ruiné. Ce qui leur coûte la victoire. Potentiellement, Piastri, c'est potentiellement... Mais tu vois, du coup, il se sert de ça, donc c'est une virtual safety car très courte. Mais derrière, après... Que les circonstances de course soient avec eux, c'est une chose. L'exécuter parfaitement, c'en est une autre. La bagarre qu'il a avec Fernando Alonso, elle est incroyable. Et la défense qu'il a sur Fernando Alonso, l'exécuter parfaitement au moment où justement tu as cette place qui se libère. Oui, c'est ça. Tu vois, la parce méthode que Piastri Williams n'est pas là. Alors que Piastri, potentiellement, si son crash il a 10 tours avant, il a le temps de remonter jusqu'au point. Et donc Ocon est dehors. Donc c'est aussi une histoire de réussite. T'as Hülkenberg qui termine 11ème et qui est pas loin de finir devant Ocon lui aussi. Il termine même pas 2 secondes, je crois. C'est ce que dit Esteban, il dit s'il y a 4-5 tours de plus. Donc, il y a un facteur chance, indéniable. Maintenant, ça fait du bien, effectivement, d'avoir une voiture qui performe, parce que mine de rien, les deux Alpine passent Q2, arrivent en Q2, sachant qu'Ocon avait des problèmes sur les lignes droites, manifestement. Alpine, en tous les cas. Ouais, mais il avait plus de Ocon problème que Gasly, un problème supplémentaire par rapport à Gasly. Non, mais à la traction, tu le voyais, c'était terrible. Après le 7... Ce que je note aussi, c'est que... Et là, j'ai envie de revenir en détail sur le premier tour entre les deux pilotes. Quel kiff, quoi. Franchement, mais exceptionnel, cette bataille entre les deux. C'est pas Sergio Perez avec sur le secteur le plus sinueux, tu le disais, du circuit, et l'un des plus sinueux du calendrier. Tu te dis, il n'y a pas la place. T'as l'impression que les mecs, ils ont élargi la piste. Ils sont passés à 2 de front à chaque fois. Personne ne voulait lâcher parce qu'il y a une lutte, peut-être une lutte d'ego, il y a un historique, un passif. Il y a l'avenir aussi. Il y a surtout l'avenir, moi c'est ça. On parle de, excuse-moi, chez Audi si Sainz ne vient pas. Et il y a la théorie As qui a émergé ce week-end. Et c'est le point 3 que je voulais évoquer, c'est que dans une voiture aussi médiocre, pour ne pas dire mauvaise, difficile de se montrer, difficile de briller aux yeux du... Alors peut-être pas aux yeux du paddock, parce qu'il est spécialiste, mais aux yeux du grand public. Je suis pas là, d'accord. Les deux... Avec ce qui s'est passé au premier tour, quand tu fais on va dire, pas forcément nous francophones, mais pour l'ensemble des téléspectateurs de ce Grand Prix de Miami, si tu dois citer tes 5 moments forts de la course, je pense que la bataille du premier tour Ocon-Gasly, elle entre dans ce top 5. Bien sûr. Et moi, les émotions que m'ont procuré ces deux pilotes, justement sur ce court laps, j'étais persuadé que, finalement, ils sont allés au bout.
t'as ta petite ventoline avec toi, tu dis attends, ils vont le faire, et finalement c'est passé jusqu'au bout. Et franchement, chapeau les deux. Vous parliez de la stratégie, de la réussite, il faut saluer, je pense que vous le faites souvent pour d'autres écuries, d'autres pilotes, il faut saluer quand même l'audace aussi également qui a été celle d'Alpine. Regardez cette déclaration de Esteban Ocon, c'était dans le débrief d'après-course sur la Formula One TV. Notre plan aujourd'hui était clairement de miser sur une sortie de la safety car. La bonne chose, c'est qu'on a réussi à allonger notre premier relais en médium, ce qui nous a permis de retarder au maximum notre premier arrêt et de bénéficier de la sortie de la virtual safety car pour tirer notre épingle du jeu. Ça faisait partie du plan. Oui, parce que justement, tout le monde s'est rendu compte samedi, en course sprint, que les pneus surchauffaient mais ne dégradaient pas. C'est ça. Donc à partir du moment où ça t'arrivait à les garder en température en surface, c'était facile d'allonger le premier relais. Donc on a compris ça chez Alpine, on a allongé le premier relais pour derrière miser sur cette safety car. Elle est arrivée assez tôt, je crois qu'elle arrive vers le tour 20, non ? Ouais, c'est ça. Laquelle ? La VSC. Oui, c'est sur le plot. 22. Là. 21-22. Qui est déclenchée par quoi ? Par Le Ocon, plot. je suis con, Le oui. plot. Donc tour 22, c'était la fenêtre normale. Et encore une fois, il y a un peu cette chance d'avoir ce laps de temps-là. Et derrière, Esteban Ocon savait qu'il pouvait attaquer sans dégrader ses hards. Parce qu'on a vu tout le monde attaquer ce week-end. Mais on rappelle que l'Alpine avait été l'écurie qui était le plus victime de dégradation en début de saison aussi. Oui, mais la carcasse ne surchauffait pas. Donc je pense qu'ils auraient pu faire sincèrement 400 tours en médium, en hard, ça n'aurait pas dégradé. Ça aurait surchauffé, ça aurait été des tours. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de surchauffe, il y a eu beaucoup de blocage de roues, il y a eu beaucoup de glisse, mais il n'y a pas eu de drop de performance énorme chez aucun pilote. En fait, à chaque fois qu'on avait un drop de performance, c'était après un blocage de roue. C'était rarement après juste en fait un relais trop étendu. Donc stratégie bien exécutée, prise de connaissance via la course sprint et également tirer le maximum du potentiel de ce package-là qui enfin était sur les deux monoplaces et qui a permis de voir que Alpine n'est plus dernière force, à minima. C'est ça. Alpine n'est plus dernière force. Sauber est très loin derrière. Williams était au fond du trou ce week-end. À minima, il y a ces deux écuries-là qui sont, je pense, moins bonnes sur le général qu'Alpine. Maintenant, faut regarder vers le haut. Hein. Et c'est As, il faut aller chercher. Très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu une déclaration de Fernando Alonso. Il regrette d'être parti de chez Alpine avec les évolutions. Non, mais hier, il a rendu hommage. C'était assez particulier, parce que Esteban, qui était juste devant moi, avait le même rythme. Donc il est en toi maintenant. Que moi. Mais en même temps, Russell, avec sa Mercedes, avait aussi le même rythme qu'eux. Donc il avait du mal à justement analyser ce qui se passait. Non, mais cette saison, tu le sais. Hein. T'as l'impression que si Ocon est premier, ça se trouve il peut la gagner parce que les rythmes se libèrent en fait. Donc encore une fois, la position en qualification va être capitale pour chaque lutte, chaque pilote. Et ça c'est une bonne nouvelle, tu as Ocon qui fait SQ2, Q2, Gasly qui fait Q2. Si désormais tu parviens déjà à amener Alpine en Q2, tu maximises déjà tes chances en partant plus haut, d'arriver plus haut parce que tu auras moins de pilotes à dépasser, ce sera moins relou parce que tu vas perdre moins de temps. Et potentiellement, si tu as des abandons devant comme à Miami, tu te retrouves. Et pour revenir sur cette question sur le top 10. De position comme ça, avec ces rythmes qui ont l'air d'être à chaque fois meilleurs que quand tu as gagné une place, c'est là que tu te dis que tu peux avoir un regret de ne pas avoir vu les Ferrari étendre leur relais. Parce que Sainz dit lui-même qu'il a raté la victoire, Piastri dit qu'il a raté la victoire, et je pense que même Leclerc. Mais voilà, mais ils l'ont raté parce qu'ils n'ont pas étendu ce relais. Mais il n'y avait que Tsunoda qui a fini 7ème et Norris qui ont étendu leur relais jusqu'au moment de la safety. Et c'est intéressant parce que Frédéric Vasseur justement disait au micro de Canal+ hier que ils se rendent compte, Leclerc avait plus de rythme que Max Verstappen, mais rentrait à 2 secondes derrière la Red Bull avec toutes les perturbations aérodynamiques, les questions de surchauffe, etc. Difficile de déployer en tout cas. Il appelait ça le ventre mou. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Dernier renseignement les gars, faut bien qu'on tape sur les doigts. Faut bien qu'on tape sur les doigts de quelqu'un. Magnussen. Alors on a titré sobrement aujourd'hui le bonnet d'âne du week-end, pour rien vous cacher, hier en conférence de rédaction était parti sur Kel Goret parce moi. que voilà exactement, Kevin Magnussen qui a régalé, je ne sais pas en tout cas, qui a été dominé par son coéquipier notamment en qualification et sur tout l'ensemble du week-end. Il fait SQ2 quand Hülkenberg passe en SQ3. Samedi il est gêné par le trafic, il ne sort pas de Q1, il faut quand même pondérer et expliquer bien sûr le contexte. Il y a eu des manœuvres dangereuses aussi en sprint dans sa lutte avec Lewis Hamilton, 35 secondes de pénalité à travers 4 sanctions, mais on
pourrait dire aussi, encore une fois, pour équilibrer, qu'il s'est sacrifié pour que Nico Hülkenberg marque des points. Il a sorti Sargent en course le dimanche. 30 secondes de pénalité, cette fois-ci encore récoltées ce dimanche. Magnussen, un pilote en danger, point d'interrogation. Hülkenberg va partir chez Audi, ce qui, selon Ayao Komatsu, laisse une chance supplémentaire à Magnussen pour l'an prochain, mais la rumeur Bottas a enflé en fin de semaine. Et puis avec les 2 points de super licence perdus sur le crash avec Logan Sargent, eh bien on en est à 10 points perdus sur les 6 premières courses de cette saison. Fou, ça. Si vous connaissez, si mes calculs sont bons, il lui reste donc 2 points pour assurer les 18 courses restantes. Et on rappelle que s'il perd ces 2 points, il sera suspendu pendant une course. Les gars, Kevin Magnussen, là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ce week-end ? J'ai l'impression de voir, une personne de 85 ans qui... Non mais attends, écoute-moi. Je crains de pire. Une personne de 85 ans qui est dans la rue et qui comprend plus le monde. Yann Magnussen, tu vois, voilà, ça, tu vois. Son père. Kevin Magnussen est un pilote d'un autre temps. C'est un pilote qui est un vrai racer au point où ça ne correspond plus du tout avec la manière dont la FIA applique ses règles et la manière dont on considère le racing en 2024. Se décaler sur les lignes, on a dit que on le fait plus, tout le monde le fait. Pardon, lui le fait et avant tout le monde le faisait. Pousser un pilote hors de la piste, tout le monde le faisait avant, ça ne se fait plus, c'est intolérable maintenant, lui le fait. Il applique des stratégies pour faire gagner son coéquipier quitte à être sale, un vrai goret, un vrai porc en piste. Est-ce qu'on peut lui reprocher ça du se coup, faisait avant. Attends, sale où ça? En sprint, en course ok, sprint. pardon. Mais est-ce que justement... Alors, alors- c'est sa faute aussi. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas mettre un bémol alors Non, du je coup pensais que tu parlais là-dessus de Jeddah. Non mais alors on va faire cas par cas les gars. Juste on revient sur la sprint. Les 4 sanctions avec cette bataille contre Lewis 45 Hamilton. secondes, il prend. Non mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que sur le moment on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Kevin Magnussen, il est sénile ou quoi? Et en vrai, quand tu as les explications à la fin de cette course sprint, tu peux aussi valoriser le sens du sacrifice. Non, moi, il y a une limite que je trouve qu'il a dépassée. À Jeddah, j'étais le premier à féliciter la stratégie de Haas et celle de Magnussen, Ouais. pour une raison toute simple, c'est que certes, il avait une pénalité, et je crois que c'est Laurent Mekies qui disait, ouais, mais en fait, c'est plus du jeu. Ça veut dire qu'il a une pénalité, du coup, il ralentit volontairement, et ça a créé un... Ok, j'entends l'argument de Laurent Mekies, mais... Enfin, je crois que c'était Laurent Mekies, d'ailleurs, je suis pas sûr. Mais à ce moment-là, il joue sa partition, mais surtout, il reste dans les règles de l'art. Voilà, tu ralentis, tu roules moins vite sur des Comme parties Perez de... à Abu Dhabi 2021. Exactement. Quoi. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème à le faire. Et ça a permis à Hülkenberg d'avoir ses points. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui s'est passé en sprint à Miami, c'est différent. C'est qu'il a, volontairement ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est affranchi de certaines règles pour garder sa position devant. Tout en sachant qu'il avait déjà été pénalisé et que, conséquence, prendre une pénalité de plus, ça ne changerait rien à sa course. Quelles sont les règles de l'art? À toi de me- Est-ce C'est que, les toi le règles, pilote. est-ce que les règles de l'art, elles ont pas... Bah justement, je t'invite à venir voir une course de kart, j'aime autant dire ce que fait Magnussen. C'est normal. C'est-à-dire Petit bras. Mais tu sais que Lewis Hamilton s'en est pas plein. Il lui a quasiment rendu hommage à la fin de la Ouais, course ouais. sprint. En fait, il a apprécié l'honnêteté de Magnussen de de le dire dire. Ouais. toutes les pénalités que j'ai prises sont méritées sur cette sur cette course sprint, pardon. Mais j'ai fait ce que je devais faire pour aider mon coéquipier. C'est une stratégie d'équipe. D'ailleurs, hier sur Canal, en pleine course, Romain Grosjean dit, Oui, c'est vrai. j'ai parlé dimanche matin à Komatsu. Ce n'est pas une demande de Haas, ce qui s'est passé en course c'est sprint dingue. avec Kevin Magnussen. Et paraît-il, selon Grosjean encore, ça a été un petit peu mal vécu et mal perçu chez Haas. D'accord. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis mitigé parce que... attention, c'est l'instant gros con. Enfin, un vieux con. Ouais. Ça m'avait manqué. Bah, ça t'a manqué. René. Ça t'a manqué il y a une semaine quoi. Non, c'est l'instant vieux con pour une raison toute simple. C'est que je suis mitigé entre ouais, c'est sale ce qu'il fait, et en même temps, Du côté racer, mec à l'ancienne, vice. je sais pas, je suis pas là pour voir une compétition de voitures téléguidées qui sont sur un rail et qui se dépassent au DRS et qui se remettent leur place comme ça. Mais il y a Alors- 1 minute 30, tu lui mettais un tir, je comprends pas. Mais bien sûr, oui, je lui mets un tir. Je suis mitigé, je te dis. Mm. Je te dis qu'il est sale dans ce qu'il fait. Mais en même temps, comme dit Lewis Hamilton, il se défend, tu vois. Alors, il se défend pas bien. Mais l'esprit de se défendre pour une position Durement. nulle, durement, Oui. je veux le voir, moi. Ça, on est d'accord sur ce point. Mais Et- je trouve que ce qui s'est passé avec Hamilton, c'est-à-dire freiner pour... C'est un peu ce qui s'était passé Hamilton-Rosberg, Autriche 2016, je crois. Oui. Tu vois, quand tu vas freiner au point de sortir volontairement l'autre Bah, pilote... Verstappen, Hamilton en depuis sachant- 2021. hein. Oui, aussi. Tu vois, ça je trouve que c'est la limite. Quand
tu freines plus tard tout en sachant que le virage tu ne l'auras pas, mais comme tu sais que tu es à l'intérieur, tu vas emmener ton adversaire à l'extérieur. Ça pour moi c'est une limite. Qui a été franchi. Mais Alonso le fait tout le temps. Les gars, revenons aussi, parce qu'on Arrête. on a compris vos avis sur la sprint. Revenons sur ce qui s'est passé aussi également avec Logan Sargent. Parce qu'il y a le move et il y a la déclaration d'après, où on se dit, mais il est complètement en décalage, Kevin Magnussen. Regarde ce qu'il disait. Il disait, ça n'a pas été une bonne journée. C'était sur la Formula One TV qui disait ça. Ça n'a pas été une bonne journée de nouveau. J'espère pouvoir avoir une clarification sur les choses. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas correct, mais on avance et on essaiera d'avoir un meilleur week-end la prochaine fois. Ce qu'il nous dit, c'est, je ne suis pas fautif sur l'accrochage avec Logan Sargent. On a du mal à mettre la responsabilité sur Logan Sargent quand même. C'est un peu ton interprétation. Ouais. Moi je vois pas où Magnussen dit c'est pas de ma faute. Par contre, J'espère pouvoir avoir une clarification sur les choses. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas correct. moi je trouve sincèrement que Est-ce la qu'il parle pas de la pénalité, péna la péna- avant Je je pense, ouais, dans parce la qu'il y a pit lane. une La deuxième. pénalité, un règlement, un point de règlement que je ne connaissais pas que j'ai appris. Il a pris un drive-through parce que sous voiture de sécurité, il s'est arrêté au stand sans changer de pneu pour servir sa pénalité de 10 secondes et repartir. Qui manifestement est interdit, je ne le savais pas. Par contre, ce qui s'est passé avec Sargent, moi je trouve sincèrement que c'est pas aussi clair que ça. Enfin, D'accord. Magnussen 100% fautif, pour moi on n'est pas dans ce cas. Tu vois, d'un côté t'as Sargent qui... Moi, on est sur le cas Verstappen, Hamilton, Silverstone là. Pour Oui, moi. clairement, c'est raison. Exactement. T'as raison. Exactement. Ah et à oui. l'époque, je disais qu'Hamilton c'est n'était vrai, pas t'as forcément raison. fautif. En Et fait, je Hamilton a été trouve que pénalisé. Sargent ferme un peu la porte, mais en même temps, contrairement à Hamilton Verstappen où tu étais sur le premier tour, là, Sargent, il arrive dans une situation où tu as des marbles à l'extérieur, donc il peut pas non plus aller. Donc, et c'est ce que disait un peu Grosjean, c'est une histoire un peu d'intelligence des pilotes. Magnussen aurait pu. Ils n'ont pas fait un concours d'intelligence. Voilà, c'est ça. Tirez les conclusions que vous Non, vraiment, C'est qu'en la fait, phrase de il a Grosjean est raison. incroyable. Il a raison, c'est que Magnussen, il aurait pu ralentir très légèrement pour laisser la place à Sargent, et Sargent aurait peut-être pu se dire que Magnussen va pas. Je sais pas si c'est du 50-50 ou pas, mais pour moi, c'est pas du 100-0. Au final, il se passe la même chose en Chine si Lando Norris accepte pas de partir dans les marbles avec Hamilton en sprint. Hein. S'il ne part pas à l'extérieur. Il se passe la mais même c'est au chose. départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de marble. Après, t'as la sensation quand même que. Toutes les courses d'avant, enfin tous les mondes d'avant. T'as quand même l'impression que lorsque Logan Sargent s'engage dans ce virage rapide, Il est tout seul en piste. alors oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que Magnussen peut pas aller le chercher à l'intérieur. Aussi, oui, parce Il est qu'il trop est, loin. il est derrière. Oui, il est vraiment au niveau- derrière, Bien tu sûr. vois. Encore donc une fois, c'est- on c'est carte, là où- on dirait que si. Ouais, mais là, on est en On n'est Formule pas en 1. carte. On n'est Ce que je pas- te dis, c'est qu'en fait, Magnussen roule comme un pilote de kart. On n'est pas en carte. Par contre, il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il lui reste 2 points de permis pour faire l'ensemble de la saison. Il récupérera pas de points de permis avant mars 2025. 2 points de permis. Oui, Je rappelle Berman que- va faire une course, oui. Je rappelle que Alonso en Chine sur Sainz, il prend 3 points de pénalité Ouais. sur son permis pour avoir tenté un dépassement. Je caricature un peu, mais J'adore. c'est un peu ça, tu vois. Donc, on parle 2 secondes ou pas Là, Magnussen, il prend 2 points pour ce qui s'est passé avec Sargent. Il faut un miracle pour qu'il n'ait pas une course de suspension Oui, d'ici la fin de Berman la va saison. faire une course. Exactement. Regardez juste la pression, parce que tu parlais de ça aussi, la pression du fait de ce permis à points, de cette licence bien sûr en Formule 1, mais la pression aussi sur son avenir. Ayao Komatsu, c'était en conférence de presse justement avant le début du week-end, qui a eu cette déclaration, et je ne pouvais pas m'empêcher de vous la citer. Pour l'instant, nous avons 2 baquets vacants concernant 2025. L'un de nos pilotes, Hülkenberg, actuellement est parti, donc naturellement cela augmente les chances de Kevin, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse être une référence pour l'équipe. On a bien compris que Berman sera à 99,9% dans le baquet de l'As l'année prochaine et qu'à côté, on a besoin d'une référence. On a beaucoup parlé de Valtteri Bottas Valtteri Bottas a dit qu'il était en contact avec 2 ou 3 écuries et notamment en contact avancé avec une écurie. C'est une référence aujourd'hui, Valtteri Bottas. Apparemment pour Ayao Komatsu, oui. Parce que Ah, mais je peux je sais pas comprendre ce qu'il l'idée. réfère. mais- À côté de L'expérience. Berman, Mm. t'as peut-être envie d'avoir un taulier. Maintenant, Ouais, est-ce mais- que c'est celui que tu vas chercher? Je sais pas. Est-ce que tu prends un taulier en fin de carrière, dépité, mort, qui pose cul nu en Australie ou est-ce que tu prends un mec comme. Enfin, il faut pour moi quelqu'un de la tempe d'Hülkenberg. Quelqu'un qui a encore les crocs de quelque chose. Pérez peut-être. Plus que Bottas. Bottas, En Chine, tu sais qu'on l'a pas assez dit en Chine. il y a plus d'aéro il sur était- son mulet que sur la voiture. Arrête tes En conneries. Chine, Bottas était, moi j'ai trouvé assez intéressant et Oui, bon, une bref. course en 2 ans ou en 3 ans. Voilà, c'est vrai que c'est pas assez. On dirait Kimi à la fin. Je te laisse 2 secondes pour évoquer la sortie de cet homme. C'est quoi ça? Fais vite par le- contre, d'accord, fais vite ouais. par contre parce que tu sais. Oui, bah attends, c'est bon, 2 Non, mais non, secondes. mais- Ah, mais vous êtes chiant. Alors, Fernando Alonso qui nous dit que Hamilton ne sera pas pénalisé car il n'est pas espagnol. Juste après, Hamilton prend une pénalité. Je tiens à le préciser. Fernando Alonso est une référence de ce sport. Il est double champion du monde. C'est le pilote qui a le plus de grands prix à son actif.
À partir de là, tu es quelqu'un dont la parole est écoutée et est importante. Une légende de Tu la ne Formule peux... Ouais, calme-toi. Tu ne peux pas te permettre d'être en roue libre à ce point-là et de balancer des phrases aussi diffamatoires, en fait. La FIA a suffisamment de couacs comme ça pour en plus venir dire qu'elle pénalise plus les Espagnols que les Britanniques. Et c'est même pas que les Britanniques, c'est juste parce qu'il est espagnol. C'est du n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Je comprends qu'ils soient en train de s'amuser. Il s'amuse avec toutes les déclarations en ce moment. Il dit ouais, le sprint c'est pour les spectateurs en se marrant. La safety car, quand le couac il- de la safety car où il dit ah, ils ont fait ça encore aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu le titre comme ça en 2012. Alors qu'il gagne la course en 2012 quand ça arrive. En Malaisie, Arrête de mytho, arrête de dire des trucs qui sont des trucs de complotistes, arrête de dire des trucs qui sont des phrases qu'on entend Mais à, Brice, est-ce qu'il en faut pas à des Noël trolls à 1h du matin à cause de ton oncle qui a trop picolé Ouais, mais est-ce et qu'il en qui faut dit des pas dingueries à trolls Noël. Est-ce qu'il en faut pas des trolls Mais pas par Fernando Alonso qui est quelqu'un qui va représenter Aston Bien Martin sur le long terme. C'est Martin, l'histoire c'est de la Formule 1 à l'avenir. Aston Martin, c'est pas une marque de clown. Je suis désolé. Ah bon Pardon. blague. La F1 n'est pas un sport de clown, même si la FIA se ridiculise assez toute seule. Fernando Alonso, s'il te plaît, à un moment donné, arrête de troller tout. C'est drôle, ok, mais je trouve qu'il se décrédibilise. L'année dernière, il s'est recrédibilisé dans le pilotage. Cette année, la Aston Martin voit moins bien et à chaque course, il dit des dingueries. Alors, c'est drôle, ça fait le spectacle, ça fait le popcorn, mais en attendant, je suis pas sûr que ça sert les intérêts du sport. Voilà l'avis fort de Brice Germain sur le sujet Fernando Alonso. Vous voyez les amis, on autorise les gens dans cette émission à dire du mal de Fernando Alonso. Est-ce qu'on peut Et dire du bien de Lando mal Norris. Est-ce qu'on peut dire surtout C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire quelque chose Ouais, sur faut- la FIA ou pas, si c'est passé sur Allez, le- rapidement. Parce que vraiment Donald vite, Trump, les quand gars. même, moi je trouve ça scandaleux ce qui s'est passé avec Donald Trump. Il y a une époque très récente où la FIA épinglait Hamilton et Vettel pour délivrer des messages politiques qui étaient des messages de droits humains en quelque sorte. Il a quand même Pour sorti caricaturer. Mazepin du jeu quand la Russie n'était plus bankable. Par contre, aujourd'hui, on accepte que Donald Trump, en pleine campagne présidentielle, vienne délivrer ses messages politiques avec sa petite avec sa casquette, casquette. sa casquette rouge, avec le fameux slogan qui avait fait son succès lors de sa première campagne. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on rappelle qu'il devait y avoir une levée de fonds autour du Grand Prix de Miami avec une loge qui devait être réservée justement à Donald Trump et un prix d'entrée, je crois, qui était 250 000 € pour toutes les personnes qui veulent assister au Grand Prix avec Donald Trump. Et ça s'est fait de manière un petit peu plus diluée. On rappelle qu'Andretti est un grand copain de Donald Trump et on rappelle que Zak Brown a dû justifier par communiqué du fait que Donald Trump ait été dans le garage. Ouais, mais si tu viens pour la F1, est-ce que tu viens pour la F1 pour était le là bain pour de la foule, pour politique. délivrer ton message C'était politique la avec politique. l'exposition Bien mondiale de la F1 Bien sûr. Regardez juste son tweet après la victoire de Norris où il s'attribue limite la victoire. Je suis parti dans le garage, ils ont gagné. Il a à aucun moment sur le tweet, il cite le nom de Lando Norris. Non, complètement. We won, Mais we won this race on dirait la même voix C'est que Zak exactement Brown ça. d'ailleurs, notre copain Jérémy. against the Mexican. We build a wall from Sergio Perez. Bref, Voilà en tout cas les gars pour ce hypocrisie petit, quand tu coup nous de tiens. Après, on connaît pas la position de Liberty Media sur les prochaines élections. Ceci peut peut-être expliquer cela aussi. Il y a eu Poutine en 2014. Enfin, lui était élu au moins. Ouais, c'est vrai. Enfin, dans des circonstances. N'oublie pas qu'il était dans le vestiaire de l'équipe de France quand la France a été championne Oh oui. du monde aux côtés Avec d'Emmanuel le Macron. fameux Voilà. Pogba, Mendy. Ouais, Pogba, ouais, boss. Ok, boss. Kanishka. Ça Où sont restera- ces vidéos? Ça restera dans l'histoire. Et les gars, petit point sur le classement et après on se quitte pour mieux se retrouver mercredi. Classement des pilotes, conducteurs, 33 points d'avance pour Max Verstappen chauffeurs. sur Sergio Perez. Petit gap et petit écart quand même. Leclerc qui se rapproche aussi également du pilote mexicain. Norris qui remonte à la 4e place devant Carlos Sainz. Et Ah oui, puis qui a été pénalisé, on l'a pas dit. oui, si, je l'ai dit, je l'ai dit en entrée. Ouais, j'ai dit Perez qui a repris la 4e place. Les constructeurs aussi, avec ce gap, bien sûr, de Red Bull, c'est 38 points d'avance sur Ferrari. On voit que McLaren se rapproche aussi également de la Scuderia et met une grande trempe, une belle trempe à Mercedes, engluée à la 4e place à lutte avec 51 Aston Martin. points. Alpine 8ème. Et Alpine 8e. Ça c'est important, mais Ça tu vois revient. comme quoi le point. Et tiens, ça fait Vise écho le titre, très mais sans rapidement. course. L'émission est super longue, je suis désolé d'avance, mais ça fait le point, et ça fait écho à l'excellente discussion qu'on a eue lors du dernier mag où on s'est fait un peu reprendre de voler dans les commentaires sur l'attribution des points. Et je signalerai Ah bon que justement, et Romain Grosjean et Gunther Steiner, qui pourtant ont appartenu à une petite équipe de Formule 1, eh bien, sont d'accord avec les éléments et arguments que vous avez. Je sais pas, vous quand avez tu sortis. vois le sourire d'Esteban Ocon, la fierté de terminer 10ème, Exactement. mais bon, c'est pas grave, on veut donner des points à qui. C'est là-dessus que Gunther Steiner et Romain Grosjean ont insisté. Arrête, Ouais, j'ai terminé Ramza. 23ème de la course, j'ai récupéré un point, youpi. Bah écoute. Voilà, Parce les que j'ai amis. terminé à 6 tours, enfin bref.
Voilà, un dernier coup de gueule avant de partir, alors que tout a commencé avec un coup de cœur. quand même. HRT Ne 50 l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, Comme les quoi, amis. le naturel revient au galop. Voilà. Mais c'était le débrief en tout cas de ce Grand Prix de Miami. J'espère que vous l'avez apprécié. On veut vos réactions en commentaire, que ce soit du burlesque ou du sérieux. On veut bien sûr savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Et n'oubliez pas que cette émission, si vous ne voulez pas la voir en vidéo, vous pouvez l'écouter en podcast. Ça se passe bien sûr sur les réseaux FTS, sur toutes les plateformes de podcast aujourd'hui disponibles. Merci Brice, merci Hamza. On se retrouve mercredi et on débattra désormais sur la possible fin de dynastie de Red Bull. On n'est pas encore là, mais on a peut-être des premiers prémices, on en parle.